Bonjour, bonsoir, bienvenue. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec la Journée mondiale des personnes à mobilité réduite célébrée aujourd'hui. À l'occasion, ces derniers continuent de réclamer des infrastructures adaptées, leur permettant ainsi d'accéder facilement aux services et aux habitations. Une autre revendication concerne ainsi la carte d'égalité des chances qui, selon eux, n'existe que de nom. Les détails, c'est avec Muntaga Kana. Le problème d'accessibilité aux infrastructures publiques des personnes vivant avec un handicap constitue une de leurs plus poignantes préoccupations. Au centre des handicapés de Mbour, ce sentiment est le mieux partagé. L'accessibilité, ça cause jusqu'à présent des problèmes. Pendant le retour au mois d'octobre, il y a une jeune fille qui a quitté son village natal, qui a été intégrée au niveau de notre centre d'accueil pour enfants adolescents handicapés. Mais malheureusement, le CM qui était là-bas ne peut pas accueillir cet enfant. Comme la classe de 6e se trouve au premier étage, elle a eu énormément de problèmes pour accéder. On est obligé de le faire retourner au village et on a demandé à ses parents d'essayer de trouver une charrette qui l'amène à 2 kilomètres de chez lui pour qu'il puisse continuer ses études. Qu'à l'année prochaine, comme ça, nous allons préparer le terrain et pour le faire inscrire dans une école aussi proche, mais qui est accessible. Dans la cour, un des responsables des lieux, bien assis dans son fauteuil roulant, évoque, en plus de cette problématique, la non-effectivité de la carte d'égalité de chance. Dans beaucoup de postes de santé de la localité, la carte d'égalité de chance dont on parle n'est pas prise en compte. On est obligé de payer, sinon pas de soins possibles. Pendant ce temps, après Aminata Touré, c'est au tour de l'ancien ministre du Commerce de Macky Sall, aujourd'hui candidat à la candidature à la présidentielle de 2024, de s'arrêter sur les plus de 3 millions de parrains que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, aurait obtenu donc en vue de la présidentielle. Pour Alioune Sarr, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Il ajoute, je cite, « Une élection présidentielle est beaucoup trop sérieuse et le jeu démocratique ne doit pas être faussé par le simple fait d'annoncer des chiffres. » Écoutons-le. Le peuple sénégalais souverain est le seul qui, au sort du 25 février, va décider de qui sera président de la République du Sénégal. Nous avons eu le privilège d'être parrainés par des centaines de milliers de nos compatriotes. Jërëjëf waa Sénégal. Merci le peuple sénégalais souverain, le peuple sénégalais intelligent, le peuple sénégalais libre. Oui, lu ëpp téeméeri junni doomu Sénégal ñoo xaatim seen parrain ne Alioune Sarr la ñu samp comme candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes plus de 170 000 qui sont là aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les chiffres de certains. Ndax dama jàpp ne bu fekkee élection yi nga mos a am Sénégal yëpp dépassé wu 1 300 000 voix déglu leen bu baax dama leen ko wax ndax archive yaa ngi fi, la presse est là. Le peuple sénégalais, nous devons le respecter. La démocratie, c'est une chose sérieuse. C'est pas un jeu, c'est pas un amusement, c'est pas de la manipulation. Je dis de manière très claire. Si pendant 3 élections nationales, votre coalition n'a jamais dépassé 1 300 000 voix, 1 400 000 voix, si vous dites aux citoyens sénégalais, ceux-là même qui ont voté et qui sont là et qui ont voté en 2024, que vous avez plus de 3 millions de parrains, ça pose un problème de crédibilité démocratique. Et pour ceux qui ont toujours du mal à croire que Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, a plus de 3 millions de parrains en vue de la présidentielle, le responsable de la communication de la coalition Benno Bokk Yakaar, Pape Mahawa Diouf, en remet une couche et explique que le candidat de la coalition, donc de la coalition présidentielle, en a bien plus que les chiffres donc annoncés par le quotidien national Le Soleil. Et pour le coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar, si ces chiffres donc se traduisent aux urnes, Amadou Ba serait président de la République. Et il était bien sûr l'invité du jury du dimanche, la synthèse signée Mamadou Diarra.
Le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections annonce une plainte contre le journal Le Soleil par la voix de Aminata Touré. Mimi et le FIT reprochent au journal d'avoir publié des chiffres inexacts, disent-ils, par rapport au nombre de parrains collectés par le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Amadou Ba aurait plus de 3 millions de signatures. Pape Mao Diouf enfonce le clou. Pour le coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba a plus que les chiffres divulgués. En vérité, les chiffres avancés par le Soleil sont bien en deçà finalement des chiffres réels. Vous voulez dire que vous avez plus de... Nous avons largement au-dessus de 3 millions, ça c'est évident. Et ça semble effrayer certains candidats de l'opposition au point un peu de déraper dans le commentaire. Une guerre de chiffres sur le parrainage. Pour Pape Mao Diouf, ces millions de parrains qui auraient été collectés par la coalition Benno Bokk Yakaar montrent une adhésion au profil choisi par le pouvoir. Mais le parrainage de notre candidat par des citoyens montre que les citoyens sont en phase avec ce candidat et le soutiennent. Et que manifestement, si tous ces parrainages se transforment en voie électorale, il n'y a aucun doute qu'au soir du 25 février, avant 19h, la messe sera dite, notre candidat sera élu président de la République. Mais parrainer un candidat ne veut pas forcément dire voter pour ce candidat. C'est pour ça que je vous dis que si l'expression de ces parrainages se transforme en vote dans les urnes, nous n'avons aucun doute que Amadou Ba sera le prochain président de la République du Sénégal. Le coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar marque sa satisfaction par rapport aux ferveurs, dit-il, autour de la collecte de parrains pour leur candidat. Exprimer la grande satisfaction de voir que sur le terrain, directement au contact des populations, la coalition autour du candidat Amadou Ba rencontre une vraie ferveur des militants qui se sont mobilisés autour de ces collectes de parrainage. C'est d'abord ça le but quelque part. Et donc nous satisfaisons de voir que la capacité de mobilisation de notre appareil reste intacte et surtout la mobilisation autour du candidat Amadou Ba est manifestement très très forte. Pour ce qui est des vrais chiffres, selon lui, qui seraient collectés par la coalition Benno en termes de parrains, Pape Mao Diouf dit qu'une communication sera faite sur cela dans les 72 heures. Les assises nationales et les recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions, enjeu majeur de la présidentielle de 2024. Voilà donc le thème d'une conférence publique, une initiative d'une large coalition de la société civile qui a ainsi impliqué des candidats à la candidature à la présidentielle de 2024. Ibrahima Dramé et Moussa Fall nous livrent les détails de cette conférence. Les membres de la société civile, à travers la Commission nationale de réforme des institutions, se sont réunis pour parler de l'état de la démocratie au Sénégal. Ces derniers comptent maintenir le flambeau des assises nationales en proposant des pistes de solutions pour maintenir l'état de droit. L'ancien Premier ministre revient sur l'importance de la rencontre. Le présent exercice, tel que, en tout cas, les termes de référence nous ont été remis, a été organisé dans le sens non pas de traiter comme aux assises nationales l'ensemble des problèmes du pays, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de la société et dans tous les secteurs donnés, mais bien dans une approche sélective d'essayer de toucher ce qui fait le consensus. La CNRI a élaboré quelques 11 recommandations en vue d'une consolidation de l'état de droit et de l'équilibre des pouvoirs. Il a été noté que beaucoup de problèmes du Sénégal découlent de l'aménagement des pouvoirs. Il y a une hypertrophie de la fonction présidentielle. Et ça fait que cette omnipotence a des conséquences sur le fonctionnement des législatifs, mais également sur le fonctionnement du judiciaire. Donc, il y a eu des propositions très concrètes allant dans un sens de réduire l'influence du chef de l'État dans la vie politique.
Les participants à la rencontre ont salué l'initiative et ont appelé les intellectuels et les membres de la société civile à s'impliquer davantage dans le débat politique et aider les Sénégalais à mieux choisir les personnes qu'il faut pour le devenir de notre société. Et la société civile aura fort à faire lors des séances publiques de la première conférence de consensus en Afrique. Elle se chargera notamment en collaboration, bien sûr, avec les enseignants, les parents d'élèves et les inspecteurs d'élaborer des recommandations consensuelles dans le cadre d'un jury au terme donc de cette conférence. Une première édition qui se tiendra les 5 et 6 décembre ici à Dakar. Le thème enseignement et apprentissage des mathématiques au primaire. Pour plus de précisions, écoutons Abdelrahman Baba Moussa. Il est le secrétaire général de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie. Des chercheurs ont été donc identifiés sur une thématique forte qui est l'enseignement des mathématiques. Les résultats du passé ont montré que dans la plupart des pays, les attentes ne sont pas encore au rendez-vous. Une bonne partie des élèves, plus de la moitié, a encore des résultats inférieurs aux attentes en mathématiques. Alors, donc, il était pour nous important d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que les résultats en mathématiques ne sont pas au rendez-vous. Nous avons également désigné un grand témoin, le professeur Moustapha Sokna, doyen de la faculté des sciences techniques de l'éducation et de la formation, qu'on ne présentera plus en tant que spécialiste des questions d'enseignement des mathématiques. Et nous avons mis également une plateforme pour l'inscription du grand public. Donc tout le monde peut s'inscrire et suivre les débats en direct pour s'imprégner de ce qui va être dit. Et ça, c'est vraiment une première, que l'on partage aussi largement les résultats des évaluations qui concernent notre système éducatif. Les 5 et 6 décembre, on a prévu un jury indépendant qui ne va pas participer au débat pour ne pas être influencé, mais qui va ensuite récupérer tout ce qui va être produit par ces débats, un jury de personnes bien identifiées, compétents, et pour choisir parmi tout ce qui aura été dit, quelques recommandations qui jugeront vraiment pertinentes pour que l'enseignement des mathématiques au Sénégal puisse être amélioré. Et ce jury va faire ce travail qui va restituer, et c'est sur cette base que notre conférence de consensus va pouvoir produire un document qui sera remis au ministère, au gouvernement du Sénégal pour pouvoir améliorer l'enseignement des mathématiques. Et nous retournons devant le jury du dimanche pour parler de tourisme. Près de 2 ans, 2 mois plutôt, après donc le lancement de sa saison, une question en tout cas se pose. Comment le secteur se remet des effets de la pandémie de Covid-19 ? Le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique répond devant le JDD. Pour Pape Mahawa Diouf, il y a du mieux avec des chiffres à l'appui. Il explique que plus de 2 600 000 touristes se sont déclarés à l'aéroport, ce qui rappelle donc le niveau du trafic de 2019, précise-t-il, suivant ses explications interrogées par Aïssata Ndiatifala. Les choses vont mieux, globalement. Les choses vont mieux. Nous avons traversé une période de crise difficile avec effectivement un vrai choc exogène, mais c'était tous les marchés touristiques mondiaux et le Sénégal, à l'image des autres destinations, a subi effectivement ce choc-là. Nous l'avons traversé et il faut saluer l'apport des populations, l'apport du tourisme domestique. Le président de la République a vraiment poussé le Sénégal à s'orienter vers le tourisme interne dans cette période, d'abord. Et ça a fonctionné plus ou moins, et de plus en plus les Sénégalais prennent d'assaut les destinations touristiques à l'intérieur du pays et constituent de plus en plus un matelas de sécurité. Selon le secteur privé sénégalais, on sort quasiment de la saisonnalité. Désormais, pour réserver à Saly sur toute l'année, vous n'y arrivez pas. Parce que dans la période dite creuse, justement, les Sénégalais y vont et même, on ne peut même plus dire voilà la saison pleine et voilà la saison creuse. Mais maintenant, et puis on retrouve également le niveau de trafic qu'on avait en 2019, on l'a même dépassé.
parce que sur les 2 500 000 touristes, on est aujourd'hui, je pense, à 1 600 000 à 1 700 000 touristes qui se déclarent à l'aéroport, alors que nous étions à 1,5 million en 2019. Donc ça veut dire que la tendance est bonne, mais surtout, il faut constater l'apport important du tourisme domestique, constitué des Sénégalais bien sûr, mais constitué également des résidents qui vivent au Sénégal. Et pour ce qui concerne l'évolution de la mise en œuvre de la politique vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal, l'Union européenne, de son côté, se dit satisfaite des efforts consentis par le gouvernement et se félicite de sa contribution à travers le projet Tiers Sud Baïdaré. Dora Panchak, la chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne, l'a fait savoir en marge d'une tournée dans la région de Kolda. Compte rendu, Seydou Diatta. Financé à hauteur de 30 milliards de nos francs, le projet Tiers Sud Baïdaré constitue une contribution pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire si chère au gouvernement du Sénégal. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, Madame Dorata Panchak, chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne basée à Dakar, a jugé nécessaire d'effectuer une visite des réalisations dans la zone d'intervention. On parle d'un projet de 30 milliards CFA financé par les deux partenaires, dont 13 milliards CFA par l'Union européenne dans le cadre du projet Tiers Sud Baïdaré. C'est un projet de la Team Europe, de l'Agence française de développement et de l'Union européenne, qui vise à soutenir l'ambition du Sénégal de la souveraineté alimentaire. Au bout d'un périple qui a duré une journée, l'hôte du Fouladou dit quitter la région avec une satisfaction totale. On a commencé ce matin au marché où on a inauguré les conteneurs frigorifiques. On a aussi visité les pistes rurales, les périmètres de la production agricole qui est au cœur des renforcements des différentes chaînes de valeur. Mais on a aussi visité tout ce qui est des appuis de cette production sans lesquels la souveraineté alimentaire ne peut pas se faire. On a aussi visité les périmètres G, le secteur G avec ses aménagements hydrauliques. On a aussi visité l'amélioration des foyers. Je pense qu'on s'est réjouis parce que le projet, c'est un gros succès. Le projet est au crépuscule de sa première phase. La bonne impression des bailleurs est donc synonyme d'une lueur d'espoir pour les communautés locales qui prient ardemment pour la validation de la seconde phase. De son côté, le conseil départemental de Koungheul fait de l'éducation sa priorité. 100 millions de son budget sont investis dans le secteur. La présidente du conseil départemental, Sosé Diop John, a donné l'information en marge donc du débat d'orientation budgétaire. Elle est interrogée par Boubacar Falboba. La première priorité, c'est l'éducation. Le budget de l'année dernière a été focalisé dans l'éducation. Nous avons construit un lycée parce que c'était une nécessité. Il y a les élèves qui faisaient la navette entre les écoles élémentaires et les CM. Et là, vraiment, ça gênait tout le monde au niveau de Koungheul. Donc, on était obligé de focaliser les 100 millions qu'on avait pour construire ce lycée-là, pour permettre à tous les élèves de se regrouper sur un seul site pour pouvoir avoir leur diplôme en fin d'année. Vous savez, les conseils départementaux en général n'ont pas de recette. Donc il faut aller vers les partenaires. Tout dernièrement, j'avais envoyé un courrier à un partenaire qui a répondu favorablement pour la construction du mur de clôture et un terrain multifonctionnel. La communauté chrétienne de Mbaké a honoré le premier prêtre de cette ville, Abbé Jean-Pierre Namerque Basse. C'est son nom. Il a dirigé donc l'homélie du dimanche, une première dans l'histoire de l'église de Mbaké, ordonné prêtre par Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. Jean-Pierre Namerque Basse prêche donc la paix et salue donc la bonne entente entre la communauté chrétienne et la communauté musulmane à Mbaké. Correspondance Gorandaglo. Ordonné prêtre samedi dernier par Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, la communauté chrétienne de Mbaké a accueilli avec honneur le premier prêtre natif de cette ville. Après un long chemin, Abbé Jean-Pierre Namerque Basse revient sur ses motivations. Ce qui m'a le plus motivé aussi, en grandissant, on me disait qu'à Mbaké, il n'y a jamais eu de prêtre originaire de Mbaké. Voilà, donc dans mes prières, je disais au Seigneur, pourquoi pas moi? Envoie-moi et je serai disponible à annoncer ta parole toujours et partout. Et voilà que le Seigneur m'a choisi
sans aucun mérite de ma part, il m'a fait un don, le don inouï du sacerdoce ministériel. Je bénis Dieu pour ce don et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Ainsi, le premier prêtre natif de Mbacké mise sur l'éducation, la santé, entre autres domaines, pour soutenir la population de Mbacké. C'est pour dire que l'Église œuvre à travers des œuvres de charité. Quand on a une église paroissiale, on a besoin d'avoir un dispensaire, des écoles privées catholiques, des sœurs et des frères. Donc les sœurs, vraiment, elles donnent un soin. Elles prennent le temps. Elles ne soignent pas seulement le corps, mais elles soignent aussi l'âme. Et c'est important. Parce qu'à un certain moment, les malades ont besoin de soulagement. Et l'école aussi, si on n'étudie pas, qui va gérer l'avenir de notre Sénégal? Jean-Pierre Namerck Basse profite également de la tribune pour magnifier les bonnes relations entre l'Église et la communauté musulmane. Là, ma code de conduite, ça sera sous la motion de l'Esprit Saint. Et ma devise de révèle, je dis bien, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. C'est pour dire que malgré les difficultés que je vais rencontrer dans mon ministère de prêtre, je regarderai toujours la croix de Jésus-Christ et j'avancerai au large. Voilà, mu nekk loo xamante ne dund bu rafet fii la dama koy seede ak mbégte. Mun ma boo demee séminaire tey ñi ma jàngandool duñ ma woowee abbé Jean-Pierre, abbé Mbacké lañ may woowee. Honoré par l'église de Mbacké, le tout nouveau prêtre s'active déjà pour entamer la mission qui lui est confiée. Et puis, cette nouvelle, ITV change son programme. Le directeur de la communication du groupe E-Media Invest s'exprime en détail sur la vision qui sous-tend le lancement de cette nouvelle programmation prévue donc demain, lundi 4 décembre 2023. Écoutez bien, il partage avec vous les thèmes et les éléments clés qui la composent. Chacune des émissions de la maison est une émission qui, en elle-même, condense de l'information, condense un public. Mais les publics sont un peu dans des allottements isolés. Et il y a nécessité peut-être qu'avec ces différentes émissions, dans l'interpénétration des animateurs, des incarnations, mais aussi des projets éditoriaux, qu'il y ait la possibilité d'une interpénétration. Et ça, c'est peut-être ce qui a conduit la direction générale, en accord avec l'ensemble des responsables éditoriaux de la maison, de voir maintenant s'il y a possibilité que tout ce qui monte converge, qu'il y ait une plage de convergence de l'ensemble de ces initiatives éditoriales. Et du coup, la télé, comme étant peut-être l'amiral vaisseau ou le vaisseau amiral de la maison, donc les changements attendus tournent autour de la chaîne de télévision. Il y a un processus de création d'un bloc d'information le soir. Et ce bloc d'information, il est perçu comme étant le premier siège d'agrégation des publics qui, en montant et en grossissant, arrive vers le 20h, qui est donc la grosse innovation, parce que c'est le retour à l'orthodoxie. Le journal télévisé, il quitte 19h45 pour arriver aux 20h. Il y a la possibilité pour ces Sénégalais, et peut-être les autres qui vivent également au Sénégal, de se retrouver autour de ce bloc, et ça ne va pas simplement être qu'un bloc national, local. Non, nous allons sortir un peu de Dakar. Nous allons peut-être donner la parole surtout aux correspondants qui sont dans les régions, qui sont peut-être aussi dans le pourtour du pays, dans la sous-région éventuellement, et peut-être même ailleurs, dans la diaspora. Mais l'idée simplement, c'est que quand ces gens interviennent dans le journal et dans le bloc d'information lui-même, qui démarre à 18h30, par une incarnation que vous connaissez très bien, c'est le jeune Baba qui monte en puissance, Baba Ndiaye. Baba conduit donc tout ce monde-là dans le débat contradictoire des chroniqueurs, et en même temps aussi par les différents sujets réalisés justement par les différents reporters qui eux-mêmes également ont appris à travailler vite, à aller à l'essentiel, mais en même temps aussi à être dans un processus très haletant. Je crois que quand on agrège tout ça, on arrive maintenant vers le 20h. Voilà, rendez-vous est donc pris demain à partir de 19h. Vous aurez votre journal en Wolof. Et à 20h, le journal français, la version française donc de votre édition. Et à partir de 18h30, vous aurez votre émission Retour sur l'actualité. L'émission qui vous parle des actualités marquantes de la journée. Et voilà, nous y sommes, fin de ce rendez-vous avec l'information. Bonne soirée et merci de rester fidèle au programme de la télévision d'ici et d'ailleurs. Et prenez bien soin de vous.